Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir, bienvenue dans ce forum de la presse du vendredi 26 octobre 2018. Au menu du forum de ce jour, les mouvements de grève en cours et ou en vue à travers le pays. Nous parlerons du retard que connaît l'orientation des admis au DEF 2018. Dans ce forum de la presse d'aujourd'hui, ce sera aussi la crise de leadership au sein de la CENI. Et enfin, nous parlerons du problème dans le secteur de la distribution du gaz butane au Mali avec nos invités Fakara Faingue du journal Le Républicain, Youssouf Sissoko de Info 7, Omar Barou Sidibé du groupe Renouveau. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous, chers confrères. Le grand dialogue. Près de 3 mois maintenant que les magistrats sont en grève au Mali, on observe de part et d'autre des mouvements de grève dans l'éducation, dans la fonction publique des collectivités, en passant par les DAF des ministères. À présent, les travailleurs d'EDM SA menace d'aller en grève à partir du 7 novembre prochain. Dans le préavis de grève déposé le 19 octobre dernier, le syndicat libre du secteur de l'énergie au Mali, SILSEM, note 27 points de revendication. On retrouve le porte-parole du Centrac par contre. Écoutons ensemble. Les différents points consistent à aller d'abord vers l'amélioration des conditions de vie des travailleurs par une augmentation, n'est-ce pas, des salaires, donc jusqu'à hauteur de 25%. On a même mis, n'est-ce pas, le demande de logements sociaux là-dedans, puisque nous sommes des grands contributeurs aussi. 75 000 francs pour les agents qui sont déployés au nord là. Ils sont dans une précarité, n'est-ce pas, incroyable. Dans la région de Kidal, par exemple, nous avons des gens là-bas. Les travailleurs sont soumis à cela, sans compter le cortège des mines. À partir de la semaine prochaine, les discussions vont rentrer en ligne de compte. Donc nous attendons tout au long, n'est-ce pas, des discussions pour se prononcer. Dans les cas échéants, on ira en grève, inévitablement, pour 48 heures seulement, pour un départ. C'est les 7 et 8 novembre 2018. Alors Fakara Fainke, quelle lecture faites-vous de cette situation générale de grève dans notre pays? Merci M. Sidibé. Je remercie très sincèrement vos auditeurs également, les auditeurs de Studio Tamani, qui ne cessent vraiment de fournir d'énormes efforts pour éclairer les lanternes vraiment du citoyen lambda. En ce qui concerne ces grèves successives, moi je crois que cette situation a débuté depuis le premier mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les problèmes qu'il a trouvés devant lui, même si certains problèmes ont eu des solutions, il y a certains qui sont restés en stand-by. Donc, ça ne doit pas surprendre les gens quand les problèmes ne sont pas discutés à fond pour trouver des solutions idoines. Ces problèmes ne feront que ressurgir. Et c'est ce que nous voyons, que ces problèmes n'ont pas été traités à fond. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'État s'est engagé sur beaucoup de points, n'ayant pas les moyens. Alors, c'est cette situation qu'on est en train de vivre actuellement et qu'il y a un lever de bouclier. Les travailleurs sont en train de revendiquer de toutes parts. Donc, moi, je dis que c'est une situation latente qui était là, qui ne devrait pas se prendre pour un observateur averti. Très bien. Alors, Omar Barou, est-ce que vous partagez cette lecture ou des choses à ajouter? Absolument. En attendant, je voudrais joindre ma voix à celle de mon aîné pour remercier Studio Tamani de l'opportunité que vous nous offrez pour partager nos regards sur l'actualité malienne avec nos compatriotes. Cela étant dit, effectivement, vous avez énuméré une liste. Je ne suis pas sûr que cette liste soit exhaustive. En réalité, oui. Les partenaires sociaux de l'administration sont vraiment en colère. Le Front social est en ébullition. Cela est dû à quoi?
il faudrait vraiment chercher à répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, notre administration ou bien notre architecture institutionnelle aujourd'hui est en mesure de répondre aux aspirations du peuple? Je pense que cette question mérite d'être analysée s'il ne faut pas aller à une réforme institutionnelle pour mettre en conformité nos institutions vraiment avec les attentes de nos populations. Vraiment, le Front social est en ébullition et il faut vraiment répondre à ces questions de susciter. Voilà. Alors, Youssouf Sissoko, ce qui surprend, pratiquement tous ces syndicats ont en main une convention ou un protocole d'accord signé de la part du gouvernement, mais qui souffrent dans leur application. Comment expliquez-vous vraiment cette situation? Ok, merci Alou et merci à tous nos auditeurs qui nous suivent actuellement. Et moi, je pense que, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, ces différentes grèves sont les signes, en tout cas, d'un malaise social général qui est là. Et ce malaise, malheureusement, comme l'aîné vient de le dire, ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est des choses qui étaient là, n'est-ce pas, depuis belle lurette. Mais ce qui est à déplorer, en tout cas, dans ces grèves-là, c'est, si vous voulez bien, l'indifférence de nos autorités ou la non-anticipation. C'est-à-dire que quand, en tout cas, ces grèves-là, ces revendications sont inhérentes, en tout cas, à la vie sociale, en tout cas, de toute une nation. Et quand, en tout cas, le pays se développe, il va de soi que les gens revendiquent, en tout cas, une amélioration de leurs conditions de vie, mais que le gouvernement, pendant pratiquement 5 ans, n'arrive pas justement. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des grèves, il y a des revendications qui ne sont pas de nouvelles revendications, mais tout simplement parce que le gouvernement n'a pas fait, en tout cas, de la résolution de ces revendications-là une priorité. C'est pourquoi elles ont pris, en tout cas, cette dimension. Et ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que, comme Barou l'a si bien dit, il y a beaucoup d'autres couches sociales qui s'apprêtent à aller en grève. Je prends l'exemple sur les enseignants. Et les enseignants s'apprêtent à aller en grève parce que tout simplement, il y a, comme vous l'avez si bien dit, il y a un protocole d'accord qui a été signé avec les enseignants et ce protocole n'a pas été respecté par le gouvernement. Donc ce que nous pouvons dire par là, c'est qu'il faudrait quand même que le gouvernement sache que ces revendications doivent être satisfaites. Mais selon vous, quelles peuvent être... Vous avez imaginé des pistes de solutions? Oui, comme piste de solution, il faudrait d'abord le dialogue. Il faut un dialogue parce que, comme vous le savez, au Mali, on le dit, le dialogue est une vertu cardinale chez nous. Et je pense qu'en initiant le dialogue avec, en tout cas, toutes les couches socio-professionnelles, je pense qu'à défaut d'avoir trouvé immédiatement des solutions, on peut peut-être faire en sorte que, de façon progressive, en tout cas, ces revendications puissent connaître, en tout cas, un début de résolution. Mais malheureusement, je ne vois pas, en tout cas, du côté du gouvernement, des initiatives allant dans le sens, justement, d'un dialogue inclusif, en tout cas, avec toutes les couches qui demandent aujourd'hui une amélioration de leurs conditions de vie. Alors, Fakara Faïnke, est-ce que ces protocoles d'accord entre le gouvernement et les différents syndicats, est-ce que ça a une valeur vraiment à ce jour, à vos yeux? Bon, pour le moment, on ne peut pas dire que tout est cassé, comme le jeune frère vient de le dire. Il faut établir, c'est-à-dire ce pont de dialogue. Quand tu rétablis le dialogue, on peut trouver une solution. Mais le nerf de la guerre, vous n'êtes pas sans savoir que l'État traverse une situation difficile. Actuellement, tout le monde est censé comprendre que les caisses de l'État sont vides. On le sait, et le président même a eu à le dire avec les magistrats. Il n'y a pas d'argent. Mais ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'argent. Le peu qu'on peut faire pour vraiment amener de l'accalmie, et effectivement, c'est ce qu'il a dit, il faut établir ce dialogue-là. Mais je crois que l'initiateur vraiment de ce dialogue doit être vraiment ces départements. Ce n'est pas le président de la République ici qui doit, qui doit donner le premier signal. Mais c'est le ministre d'abord qui doit établir le dialogue. Parce que quand j'ai lu un peu l'interview du secrétaire général dans le Républicain, il semblerait que quand même le ministre, ils ont sollicité le ministre à plusieurs reprises pour établir ce pont
de dialogue entre eux, mais le ministre n'a jamais fait signe. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave, parce que quand tu coupes le dialogue, cela veut dire que tu as la solution de tes problèmes. Et s'il y avait un dialogue qui était bien établi, alors de concert, vous pouvez dégager des approches de solutions. Mais ce qu'il a dit, il faut établir le dialogue. Il faut quand même ce dialogue social pour que le Mali puisse traverser cette période vraiment qui est très difficile pour le pays. Très bien. Alors, Barou Oumar, à quoi bon avoir vraiment un protocole dûment signé? On a l'impression que la partie gouvernementale se rétracte. Okay. Franchement, je suis tenté vraiment de m'aligner derrière mes confrères pour vraiment croire aux vertus du dialogue. Mais encore faudrait-il que ce dialogue vraiment soit franc. Il faut vraiment le franchir dans ces dialogues. Parce que ce qui manque en réalité dans ces relations avec l'État et ses partenaires sociaux, je pense que c'est ce dialogue franc en réalité. Parce que l'État ne peut pas brandir le taux de croissance à combien de chiffres. Là, on est la troisième économie de l'UEMOA, on brandit toute cette croissance, mais en fin de compte, les travailleurs n'ont rien. Donc, franchement, il faudrait vraiment jouer sur la carte du dialogue franc, dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. L'État aujourd'hui promet plus, vend plus des rêves aux travailleurs en réalité. Donc le dialogue n'est pas franc. S'il y a dialogue, il doit se reposer sur vraiment ces franchismes autour vraiment des questions qui seront éventuellement débattues. Je pense que la seule solution vraiment, c'est autour de ça, que l'État s'assume, vraiment dire ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas en réalité. Donc, ne pas signer des protocoles qui ne seront pas franchement appliqués. La signature des protocoles, c'est juste pour déplacer le problème ou reporter la résolution de la situation. C'est juste un report. Donc, vraiment, qu'on ne soit pas dans la diversion, qu'on soit vraiment dans ce jeu de cartes sur table. On peut le faire tout de suite, où on peut réaliser satisfaire telle ou telle doléance en long et moyen terme. Je pense que ce serait la seule solution vraiment pour mettre fin à ces moments d'humeur. D'accord. Voilà. Donc on va franchir un demi-pas seulement de la grève à la rentrée scolaire. Donc dans le cadre de la rentrée scolaire 2018-2019, l'année a à peine commencé qu'elle est déjà perturbée par des mouvements de grève. Les établissements privés réclament les arriérés de subventions et l'Association des élèves et étudiants du Mali réclame l'orientation de leurs camarades admis au DF. Donc ensemble, nous allons écouter ce papier de la rédaction de Studio Tamani. Ici, devant le lycée Prosper Camara en commune 4 du district de Bamako, toutes les salles de classe sont fermées. On ne voit ni élèves ni enseignants, la cour est presque vide. Il n'y a que quelques membres de l'administration qu'on voit circuler. Dans la même commune et partout à travers les pays, rares sont les établissements secondaires privés qui ont dispensé des cours depuis la rentrée des classes. Les responsables réclament le paiement intégral des arriérés des prestations de l'année écoulée. Certaines écoles publiques ont décidé de les soutenir. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM, elle aussi demande à l'État le paiement intégral des arriérés des prestations des établissements privés secondaires. C'est dans ce cadre qu'elle a entamé une grève de 2 jours hier pour réclamer également l'orientation rapide des nouveaux admis au DEF. Un de ses responsables estime que si les revendications ne sont pas satisfaites, un autre mouvement sera déclenché ce vendredi. Au même moment, le gouverneur de Kidal appelle les enseignants de sa région à joindre leurs postes respectifs. À défaut, l'exécutif régional menace de retenir les salaires des enseignants. Alors, Youssouf Sissoko, au regard de ce qui se passe, certains parents d'élèves estiment que l'école n'est pas une priorité pour les autorités actuelles. Partagez-vous cet avis? Oui, je le partage cet avis. Et franchement, la question que je me pose moi aussi est de savoir pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Puisqu'à ce que je sache, et quand on élabore le budget, je ne suis pas spécialiste en budget, mais quand on élabore un budget, en tout cas d'un pays, on tient compte de tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, en tout cas, les droits des écoles privées, des promoteurs d'écoles privées, peuvent être en tout cas bloqués jusqu'à ce niveau-là. C'est la première question que je me pose. De deux, alors, le DEF, l'orientation des armées au DEF, mais c'est la première fois au Mali que, en tout cas, cette situation-là a perdu jusqu'à ce niveau-là.
Donc bref, il y a une situation vraiment de non-dit dans ça. Parce qu'on ne peut pas tout le temps attribuer ça à un manque d'argent. Et qui, en tout cas, les autorités peuvent convaincre en disant qu'il n'y a pas d'argent, alors que le train de vie de l'État n'a pas diminué. Le budget, en tout cas, des différentes institutions, les budgets de différentes institutions ne font que flamber chaque année. Alors, et au même moment, on dit que les priorités sont reléguées au second plan. Donc moi, j'ai dit honnêtement, un État sérieux doit justement faire en sorte que l'école qui doit, en tout cas, former les générations futures, l'école qui doit permettre en tout cas aux jeunes de pouvoir suivre en tout cas une bonne formation, cette école-là ne doit pas être reléguée au second plan. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau avec nos invités, Fakara Fainke du journal Le Républicain, Youssouf Sissoko de Info 7 et Oumar Barou Sidibé du groupe Renouveau. Donc nous sommes sur le thème qui concerne le retard dans l'orientation des admis au DF. Alors, Fakara Fainke, comment expliquez-vous ce retard dans la publication des orientations de ces admis au DF? Bon, je me suis amusé à demander un peu au niveau du ministère et au niveau de certains enseignants. J'ai compris que la commission qui a été mise en place a été obligée de revoir la situation. Parce que ce qu'on m'a expliqué un peu, on me dit que la différence entre le budget prévisionnel et le budget réel, l'État n'a pas pu combler ce gap-là. Parce que c'est de l'argent. Il y a beaucoup d'élèves qui ont passé cette année. Bon, normalement, ceux qui doivent aller au lycée, c'est de 15 ans à 16 ans. 17 ans, pratiquement, l'État oriente tous ces enfants dans les écoles professionnelles. Bon, il se trouvait que l'État a adopté une stratégie en mettant le maximum d'enfants dans les écoles étatiques. Donc, les privés sont sévrés. C'est-à-dire la quantité qui doit aller dans les privés, l'État n'est pas arrivé à mettre ces gens-là dans les privés. On peut dire que l'État a voulu maintenant trahir les écoles privées, bon, entre guillemets. Même c'est entre guillemets, parce que les écoles privées aussi sont fâchées, ne sont pas contentes de cette situation. Bon, parce que l'État veut réduire un peu ses dépenses. Si l'État mettait tous ces élèves-là dans les privés, ça coûterait cher à l'État. Donc, il se trouvait que quand il y a eu beaucoup de passants, donc l'État n'arrive pas, c'est-à-dire à absorber tous ces élèves. Donc, ça, c'est une situation qui se présente parce que l'enveloppe financière prévue pour ça, cette enveloppe ne suffit plus. Donc, l'État est obligé de revoir sa copie pour enfin orienter ses enfants. Donc, c'est qu'on m'a fait comprendre que la semaine prochaine, il y aura une solution qui sera trouvée à cette situation. C'est toujours la semaine prochaine parce que la semaine de la rentrée scolaire, on avait dit qu'à moins d'une semaine que ce serait disponible. Oui. Alors, Oumar Barou Sidibé, est-ce que vous partagez la même lecture? Bon, pas forcément. Avant de rentrer dans ce studio, on a appris que dès le lundi, les orientations seront faites. Si l'information se confirme, en tout cas, c'est dans les coulisses. En réalité, quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les promoteurs d'écoles privées, en réalité, ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a une véritable mafia organisée entre ces promoteurs. Je ne dirais pas tous les promoteurs, mais pour avoir des élèves du public, pour que vous ayez des élèves dans votre établissement, il y a pas mal de tractations autour de ça. Donc, on sait comment ça se passe. Il y a vraiment une véritable mafia autour de ça, entre certains promoteurs, certains même agents chargés vraiment d'orienter ces élèves-là vers ces écoles publiques en réalité, privées plutôt en réalité. Aujourd'hui, ils ont des arriérés. Ils ont des arriérés avec l'État et pour pouvoir éponger ces arriérés,
l'État a adopté une nouvelle stratégie. Au lieu que les écoles, les promoteurs vraiment viennent dire on a tel étudiant, vous avez orienté tel étudiant élève chez nous, l'État demande maintenant de donner des fiches individuelles, de justifier la présence de chaque élève au niveau des établissements privés là. C'est ça, ces promoteurs des établissements privés vraiment n'ont pas goûté cette nouvelle mesure. C'est ce qui pose en réalité problème. C'est ça le nœud du problème. Tant que cela n'est pas vraiment tranché, je pense qu'on va vraiment persister sur ça. Et je ne crois pas qu'avec ces arriérés-là, que ces écoles privées vont accepter vraiment des nouveaux élèves au sein de leurs établissements. C'est vraiment ça le problème. Ok. Voilà. Alors, on voit que les autorités vraiment insistent pour que les enseignants rejoignent leur poste. Alors, comment expliquez-vous cette insistance quand même de ces autorités scolaires autour des zones d'insécurité en plus? En fait, c'est vraiment ridicule, hein, puisque le gouverneur qui a fait le communiqué, et ce même gouverneur se trouve à Gao, entre Gao et Bamako. Et comment est-ce qu'un gouverneur qui n'est pas en tout cas à son poste? Et les anciens ont été clairs, ils disent qu'ils sont prêts à aller, mais à condition que le gouverneur soit d'abord à son poste, que l'administration retourne à Kidal, et que l'armée soit à Kidal, et que c'est en ce moment seulement qu'eux aussi ils vont rentrer en tout cas à Kidal pour dispenser des cours. Mais c'est vraiment aberrant que les autorités, en tout cas, menacent les enseignants de les radier. Au même moment, ces mêmes autorités manquent à l'appel, en tout cas, à cette zone bien précise. Donc moi, je dis honnêtement, arrêtons justement de se ridiculiser. Et si les autorités veulent réellement que les enseignants se rendent à Kidal pour aller donner des cours, il faudrait que ces mêmes autorités-là donnent d'abord le temps en état à Kidal. Okay. Alors, Fakara, on demande à ceux qui n'ont que la craie entre les mains de rejoindre des zones où vraiment les détenteurs de Kalachnikov même ont fui. Bon, je reviens au jeune frère, ce qu'il a dit. Si c'est vérifié que le gouverneur lui-même il est à Gao, cela ne doit pas s'expliquer. Mais il y a quelques heures, j'ai essayé de tenter de trouver un ami qui est le chef de village de Kidal. En tout cas, il me dit que Kidal aujourd'hui est plus sécurisé que Bamako. Ah bon. Parce que pratiquement, c'est au centre où il y a beaucoup de problèmes. Sinon, pratiquement à Kidal aujourd'hui, quand la SEMA est là, quand la SEMA accepte, je crois qu'il n'y a pas de problème là-bas. Bon, il s'agira maintenant au gouvernement quand même de faire des mesures incitatives. Ces mesures incitatives peuvent quand même amener ces enseignants à rejoindre leur poste et créer certaines conditions. Et au-delà de ces conditions sécuritaires qu'il vient de parler, il y a certaines conditions comme l'hébergement, la nourriture et beaucoup de choses, ouvrir des cantines au niveau de Kidal. J'ai fait là-bas, j'ai fait Kidal à plusieurs reprises. Si on offrait vraiment ces conditions à ces enseignants, je crois que beaucoup seront tentés d'aller. Et sur le plan sécuritaire, moi je suis sûr que avec l'implication de la SEMA, qui aujourd'hui veut que les choses aillent de mieux en mieux à Kidal, ces enseignants n'auront pas assez de problèmes. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des mesures incitatives pour que les jeunes puissent aller vraiment reprendre les cours à Kidal. Donc les mesures en cours ne sont pas suffisantes? C'est les mesures en cours, effectivement. C'est ce que j'ai dit. Les primes dont vous parlez, on a promis ça depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, c'est ce que j'ai dit parce que on avait même promis de recruter les enseignants dans ces zones-là. Effectivement, j'ai approché certains enseignants qui m'ont dit que réellement, il n'y a pas ces mesures-là. Et une fois qu'on t'envoie, c'est comme tu envoies quelqu'un à la va t'asseoir, c'est-à-dire au charbon, pour ne rien faire après. C'est pourquoi je dis que si le gouvernement, parce qu'aller à Kidal, ce n'est pas chose facile. Il faut des mesures exceptionnelles pour ces gens-là, pour que les choses puissent reprendre. Sinon, Kidal même en a besoin aujourd'hui. Okay. Mais Oumar Barou, on a vu à la rentrée, pour la journée de la rentrée scolaire, le Premier ministre qui a fait un tour dans la région de Mopti. Et le matin à 9h, il est passé, on a ouvert les classes, on a réouvert les classes. Et à 10h, on a refermé les classes que le Premier ministre a ouvertes. Alors,
C'est pourquoi j'ai du mal à suivre l'assurance déconcertante de mon doyen Fagara par rapport à la sécurité dans ces zones-là. Je trouve vraiment ce communiqué venant d'un gouverneur qui ne réside pas à son lieu de poste, en réalité, c'est vraiment ridicule, ce communiqué-là. Quand on sait que quand nos autorités, Kidal ne respire pas réellement le Mali, quand je dis Kidal, l'épicentre c'est Kidal en réalité. Ces zones-là ne respirent pas réellement le Mali. L'administration est totalement absente. Qui va se charger de la sécurité de ces gens-là, de ces enseignants? Il faut les envoyer à l'abattoir? Non, que non. Donc, franchement, en réalité, c'est un communiqué pour faire plaisir vraiment à une partie signataire de l'accord, c'est-à-dire la CEMA et ses alliés, vraiment, pour pouvoir permettre à ces enfants de la zone vraiment d'être scolarisés. Sinon, en réalité, ils peuvent jouer sur la carte vraiment des enseignants locaux. Des enseignants locaux. Mais même si on procédait à l'orientation des admis au DF, est-ce que la rentrée scolaire va être vraiment effective au Mali? Pas du tout. Pas du tout. Au Mali, quand vous dites au Mali, à ce que je sais, il n'y a pas de problème. C'est le septentrion du pays qui est concerné par la situation en réalité, par cette situation d'insécurité. Même pas toutes les zones du septentrion, on le sait. Donc les zones concernées vraiment, les zones rouges, on les connaît. Ces zones-là ne respirent pas. Le Mali, l'administration est totalement absente. Comment envoyer vraiment ces enseignants vraiment dans ces conditions-là? Je pense que ce communiqué est totalement ridicule. Et si quelqu'un a obligé le gouverneur à produire ce communiqué, vraiment, il s'est carrément planté. Okay. Alors, troisième thème de ce forum de la presse, scandale à la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante et son questeur ont été limogés pour indiscipline budgétaire. Suite à cette situation, des heurts ont eu lieu au siège de l'organisation faisant des blessés. Le porte-parole de l'AG, on va l'écouter. La tête de cette équipe a failli et la responsabilité implique des décisions difficiles. Nous avons décidé de retirer de ces personnes concernées, notamment le président et le caisseur, leurs responsabilités parce qu'il a été constaté à leur rencontre par l'Assemblée plénière de la CENI siégeant en présence de 14 membres sur 15 des errements, des manquements, des violations et de l'indiscipline budgétaire à ces mises en cause. Et c'est pourquoi la plénière a décidé de mettre en place une commission de travail à l'effet de caractériser ces manquements, errements et indiscipline budgétaire de façon à permettre à l'Assemblée plénière de prendre des sanctions qui s'imposent. Alors, Omar Barou Sidibé, quelle est votre lecture de cette situation de tension au sein de la CENI? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur de mots. C'est vraiment un putsch qui s'est opéré ou bien qui s'opère au niveau de la CENI. Je pense que je ne pense pas que la maison de la presse soit vraiment le lieu indiqué pour mettre en place un bureau de la CENI. C'est ce qu'on a constaté en réalité. Qu'est-ce qu'on reproche au bureau de M. Ba? C'est l'indiscipline budgétaire. Cette indiscipline, je pense qu'elle doit être constatée par d'autres structures que vraiment une structure ad hoc mise en place au sein même de la CENI. Et il se trouve que les gens qui constituaient cette structure ad hoc d'enquête, à l'effet vraiment d'enquêter sur cette indiscipline, supposée entre guillemets indiscipline budgétaire, se sont retrouvés vraiment à la tête d'une nouvelle CENI au niveau de la maison de la presse qui a été présentée à la presse ici. Je pense que c'est vraiment un putsch et franchement, souvent je me demande finalement dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Pourquoi ce problème de CENI aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Parce que nous avons essayé aussi de comprendre la chose. Nous avons constaté effectivement dans les coulisses que le bureau de M. Ba s'apprêtait vraiment à rencontrer une mission de l'Union européenne, peut-être pour faire des révélations. Et cette opération s'est intervenue entre-temps. Je pense que on sent de la politique autour de cette histoire. Voilà. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez en ce moment le forum de la presse du vendredi 26 octobre 2018 avec nos invités Fakara Faïngué du journal Le Républicain, Youssouf Sissoko de Info 7, Omar Barou Sidibé du groupe Renouveau. Alors, Fakara Faïngué, est-ce que vous faites la même lecture? Bon, effectivement, moi je crois qu'il y a des principes. Chaque organe, vraiment, chaque structure a ses principes. Si toutefois, c'est les 2/3 qui doivent renouveler le bureau, quels sont vraiment les procédés à mener pour destituer le président? Tout ça doit être inscrit. Et je crois que j'ai vu cette situation de loin, mais j'ai été surpris. Parce que depuis qu'on a instauré l'affaire de CENI en place, c'est ma première fois d'entendre que alors les gens se sont donné des coups de poing. Ça n'honore pas la République et ça n'honore pas les acteurs. Ça, il faut fusiller ce comportement-là. Parce que déjà, c'est jeter l'opprobre sur cette structure. Les gens qui l'animent doivent comprendre qu'ils sont là au nom de l'État, qu'ils sont là au nom du peuple. Mais je crois que dans toute situation, ça sont raison gardée. Parce que quand de telles situations se présentent, il y a des procédures à entamer pour arriver vraiment à votre fin. Même si le président a fait des manquements, comme l'a si bien dit le petit frère, il y a des procédures qu'il faut entamer. Ce n'est pas du but au blanc comme ça qu'on peut se lever pour quand même chasser un président. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il ne donne pas l'exemple. Et vous m'excuserez du terme, c'est des sommités qui sont là-bas, des avocats, des hommes de droit. Donc, ils doivent être censés comprendre ce que dit la loi. Bon, moi, je qualifie ça vraiment du no man's land. C'est du no man's land au niveau de la CENI. Très bien. Youssouf Sissoko. En fait, moi, ce que j'ai déploré dans cette affaire, c'est le théâtre, comme ils l'ont si bien dit, auquel des responsables, en tout cas de la CENI, se sont adonnés. Et le fait d'arriver à des coups de poing, moi, je pense que ce n'est pas digne, en tout cas, de notre République, d'un pays, en tout cas, civilisé. Et en plus de ça, moi, je fais une double lecture. Et la première lecture, c'est la lecture sur la forme. Et je pense que, à écouter les deux versions, parce que pour la tendance de Maître Issaka Sanogo et la tendance de Ba et de Béfon Cissé ont fait acte d'indiscipline budgétaire. Et par conséquent, ils doivent être sanctionnés. Et pour le camp de Ba, alors, et même pour la sanction, il faudrait justement que la procédure soit respectée, à savoir les 2/3 en tout cas des membres du bureau. Mais à ce qu'ils sachent, ces 2/3-là n'étaient pas respectés au moment en tout cas de la mise en place d'un nouveau bureau. Ça, c'est la forme. Mais pour le fond, moi je pense que pour une structure qui est quand même censée être en tout cas une structure de supervision des élections, imaginez en tout cas les propos d'abord que Ba a tenus, en disant que si les ministres en tout cas nous acculent à dire à faire ça, nous allons donner la vraie version en tout cas des élections, de comment les élections se sont déroulées. Moi je dis pour des responsables en tout cas de leur dimension, s'adonner à de telles pratiques, franchement ça n'honore pas. Et je pense que cette CENI s'est discréditée à double titre. Elle s'est discréditée parce qu'elle n'a pas joué pleinement son rôle. Elle s'est discréditée parce qu'il y a des bruits, des casseroles par rapport à la gestion financière même de la chose. Et je pense que honnêtement l'État doit s'assumer, puisqu'on ne doit pas continuer à regarder en tout cas ce genre de spectacle dans un pays qui se dit en tout cas un pays de démocratie, un pays de droit. Franchement, moi je pense qu'il faut que l'État sévisse. Très bien. Voilà. Mais est-ce que selon vous, quel peut être son impact sur les élections à venir? L'impact de la CENI. Oui. Non, moi je pense que surtout avec le report, moi je pense qu'il faut revoir carrément la CENI, si possible même la dissoudre. À défaut de la dissoudre, moi je pense qu'elle peut peut-être se contenter de ce rôle de supervision, mais à condition que, franchement, qu'on redéfinisse en tout cas les principes qui doivent en tout cas régir le fonctionnement, n'est-ce pas, de cette structure. Très bien. Oui, voilà. En réalité, la CENI, quand vous regardez la superstructure
l'organisation de l'élection au Mali, la CENI était un organe totalement inutile. Elle n'a aucun rôle à jouer en réalité. Ce n'est pas la CENI qui organise les élections. Et là, elle est là seulement pour superviser. Est-ce qu'au cours de cette élection présidentielle, est-ce qu'elle a même joué un rôle? La CENI avait réclamé un budget de 23 milliards. Elle n'a eu que 2 milliards. 2 milliards. Donc ça veut dire quoi? Elle n'a même pas eu 15% du budget qu'elle réclamait. Donc c'est une structure vraiment qui était quasiment inexistante au cours de l'organisation de cette élection présidentielle. Donc dans les jours à venir, elle n'a aucun rôle à jouer. C'est une structure, même si on la supprime, aujourd'hui vraiment c'est totalement inutile. Très bien. Nous allons aborder le dernier point de ce forum de la presse, les importateurs de gaz qui demandent leur grève et la hausse des prix. Selon eux, des difficultés existent, mais aucun arrêt de travail n'est observé. Donc nous allons suivre cet enrobé ensemble. Des informations non confirmées font état depuis quelques jours d'une grève illimitée des importateurs de gaz butane au Mali. Mais le groupement des professionnels des gaz domestiques assure qu'il ne s'agit là que de rumeurs infondées. Son président Oudjari Jawara précise également que le prix du gaz n'a nullement augmenté. Nous ne sommes pas en grève, nous ne partons pas en grève. Nous n'avons jamais demandé d'augmentation de quoi que ce soit. Ce qui se passe sur le marché, ça c'est le travail des spéculateurs. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Et je précise aussi que le gaz est 3500 francs les 6 kilos au Mali. Le prix du gaz n'a pas bougé. Néanmoins, les entreprises gazières font actuellement face à une crise de trésorerie due au non-paiement de la subvention du gaz butane par l'État. Cette créance de l'État s'élèverait à plus de 5 milliards de francs CFA. Le groupement estime donc qu'en l'absence de ces ressources financières essentielles à l'exploitation de leur entreprise, ils seront contraints de surseoir à l'importation du gaz. Oudjari Jawara. Nous avons dit qu'on a des soucis financiers qui nous empêchent d'importer du gaz. Donc, on n'a pas d'argent. C'est une subvention pour les populations, mais pour nous, c'est un différentiel de prix. Les banques, même si peuvent nous faire un crédit, ils ont un plafond. Mais nous, l'État n'a pas de plafond. Ça s'accumule 1 mois, 2 mois, et aujourd'hui, on est dans les environs de 8 mois. Ils ne nous payent pas. On dit vraiment, ça ne peut pas continuer. Donc, c'est ça qui nous permet de reconstruire notre trésorerie et encore repartir, acheter du gaz, l'amener et le distribuer. Malgré ces explications des importateurs de gaz, des consommateurs constatent une augmentation inopinée des prix du gaz sur le marché, une situation qui inquiète la population. Le charbon coûte excessivement cher, il ne nous reste que le gaz vraiment pour pouvoir s'occuper de certains problèmes. On constate une pénurie. Toutefois, on vend toujours l'unité à 3500 francs. Il n'y a pas d'augmentation de prix. C'est vrai, moi-même j'ai fait le constat hier soir. Je suis parti pour changer ma bouteille là. On m'a dit que c'est à 6000 francs. À mon niveau, il n'y a pas eu de changement. C'est toujours le même prix. Je recharge la bonbonne de gaz à 3500 francs ou 3750 francs. Cela dépend des endroits. En attendant, les autorités du pays n'ont pas encore réagi sur la question. Alors, Youssouf Sissoko, officiellement, pas de grève, il n'y a pas d'augmentation des prix. Mais en réalité, sur le terrain, il y a rupture de stock et la bouteille de 3500 se retrouve jusqu'à 6500. Alors, comment peut-on protéger l'intérêt du consommateur dans cette situation? Oui, en fait, la question, tout le monde se la pose, parce qu'on se pose la question de savoir si l'association des consommateurs existe réellement. Puisque, effectivement, je ne sais pas, M. Jawara qui dit qu'il n'y a pas de rupture et qu'il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas en grève. Moi, j'ai du mal à croire en ça parce que, en tout cas, même nous avons tenté l'expérience sur le terrain. Non seulement le gaz se fait très rare, mais aussi les quelques bouteilles qui existent, en tout cas sur le marché, sont extrêmement chères. Donc moi, je pense qu'il faudrait que l'État joue pleinement son rôle. Parce que nous avons quand même remarqué que cette histoire a commencé depuis la transition, après le coup d'État du 22 mars, quand le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra était en tout cas à la primature. Donc il avait essayé en tout cas de supprimer, de suspendre la subvention que l'État donnait en tout cas, pour diminuer, pour maintenir en tout cas les prix du gaz. Mais après ça, nous n'avons pas remarqué, n'est-ce pas, une baisse en tout cas du prix. Et tout récemment, nous avons quand même appris qu'il y a vraiment non seulement rupture, mais aussi qu'il y a menace en tout cas de l'association de transporteurs ou d'exportateurs de gaz
en tout cas qui menaçaient d'aller en grève parce que tout simplement la subvention est coupée. Donc moi je pense qu'il faudrait que l'État arrive en tout cas à soutenir cela, la subvention des gaz, pour permettre en tout cas à la population de pouvoir en tout cas subvenir à ce besoin-là. Ok. Fakara Faingue, est-ce que l'État a les moyens de contrôler les spéculateurs? Bon, dire que l'État a les moyens de contrôler les spéculateurs, on n'a jamais contrôlé les spéculateurs au Mali. Parce que tout le monde fait la spéculation, tout le monde fait tout ce qu'on ne lui a pas demandé. Mais il a touché du doigt le problème de la subvention. C'est cette subvention-là alors, qui met dos à dos aujourd'hui les établissements scolaires et puis l'État malien. Mais je dis que c'est un secteur très important. Et la subvention des gaz et l'énergie, ça, l'État, je pointe un doigt accusateur sur l'État malien. Il ne faut pas s'amuser dans un pays pauvre comme le Mali, où on demande la baisse vraiment de la consommation en charbon pour la coupe des bois. Là, l'État doit subventionner le gaz. L'État doit subventionner l'énergie. Parce que quand il y a crise énergétique dans le pays, c'est très, très, très grave. Il y a une inflation au niveau des ménages, ce qui n'est pas bon. Et le coût de la vie devient difficile. Et surtout dans un pays où tous les temps, on est en train de nous dire qu'avec les changements climatiques, il faut aller de moins en moins vers la coupe des bois, consommer moins encore le charbon. Donc l'État vraiment doit continuer à subventionner le gaz. Et ce que l'intervenant vient de dire, c'est un problème financier qui est là. C'est un problème financier qui est là. Et l'État vraiment doit trouver une solution rapide pour subventionner le gaz et l'énergie surtout dans sa globalité. Merci. Oumar Barou, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je pense qu'encore une fois de plus, dans cette histoire des gaz-là, les autorités sont en train de s'illustrer vraiment dans le déni des réalités, vraiment de la rétention d'informations. Quand vous partez au niveau des importateurs de gaz, ils te diront qu'ils ne sont pas en grève. Vous partez au niveau de l'État, c'est le silence radio qui est observé. Et c'est le peuple qui empathie en réalité dans cette histoire. Donc il faudrait vraiment épargner la population vraiment de ce jeu de ping-pong entre l'État et les importateurs de gaz. Mais il faudrait qu'il y ait une explication quand même. Pourquoi cette flambée? Pourquoi cette flambée des prix? Donc l'État, c'est à l'État de donner une explication convaincante à la population afin qu'elle sache réellement d'où vient son problème. Sinon, tant qu'on n'arrive pas, l'État n'arrive pas à reconnaître à cette situation, à cerner le problème, on ne peut pas avancer des perspectives ou même des sorties de crise, de proposer des solutions. Voilà. Ok, merci beaucoup à Fakara Faingue, il est du journal Le Républicain. Merci Youssouf Sissoko de Info 7. Merci à vous Omar Barou Sidibé du groupe Renouveau. Alors nous sommes donc au terme de ce forum de la presse. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mise en onde par Nouhoun Diré. La régie vidéo était assurée par Salim Diouara. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation et Mouhamadou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.